Une petite session de questions et réponses. Bidouilleur débutant, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Eurostarter? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électromécanique. Bidouilleur, salut! Je fais une session de questions et réponses à toutes les 7-8 vidéos. Bon, on y est rendu maintenant. Alors voici donc la 8e session de questions et réponses. Comme toujours, j'extrais les questions des commentaires sur YouTube, des courriels que je reçois et du forum Électro-Bidouilleur. Il est possible que vous trouviez les questions un peu sèches une fois présentées à l'écran, mais sachez que j'édite les questions pour ne garder que les parties importantes et je corrige l'orthographe aussi, évidemment. Alors, continuez donc à poser des questions, c'est bien important, c'est comme ça que vous allez apprendre. Donc, sans plus tarder, voici la première question. Elle vient de Raolivi du forum, donc elle a été prise sur le forum. Je me pose la question sur les fameux condensateurs de découplage, dans mon cas, juste avant l'alimentation d'un microprocesseur. J'avoue ne pas trop comprendre à quoi ils peuvent servir et je ne comprends pas le principe de multiplier les CMS, donc les composants de montage de surface, de petites valeurs, alors que 2 ou 3 condensateurs de plus grosse valeur auraient pu faire l'affaire. Il doit y avoir une explication. Aussi, pourquoi ces condensateurs de découplage sont toujours placés très près de la puce? J'en trouve souvent sous les cartes mères de mes PC à proximité des puces principales. C'est une excellente question et ça me donne l'occasion d'y répondre. Les condensateurs de découplage céramique jouent un rôle multiple. Ils agissent entre autres comme des réservoirs locaux, donc au niveau local, des réservoirs d'énergie pour fournir aux puces de l'énergie instantanée à haute fréquence. Du coup, de par leur action locale, ils absorbent les hautes fréquences et limitent donc la propagation de bruit via les alimentations entre les puces. Donc, le plus près les condensateurs de céramique sont placés des puces, le plus efficaces ils seront, à cause de l'inductance parasite des pistes et des vias. Pourquoi utiliser plusieurs valeurs de condensateurs au même endroit ou répartis sur les alimentations? Bien parce que les condensateurs de gamme différentes, donc de valeurs complètement différentes, là, de par leur construction qui est aussi différente, auront une gamme d'opérations en fréquence qu'on espère complémentaires l'un par rapport à l'autre. Passé une certaine fréquence, un condensateur devient inefficace à cause de son inductance interne parasite. Son impédance augmente trop. Là où un condensateur devient inefficace, l'autre prend la relève, tout simplement, pour offrir une basse impédance sur une plus large gamme de fréquences. C'est pour ça qu'on met des condensateurs de différentes valeurs sur le même bus ou sur la même ligne d'alimentation. Alors maintenant, l'autre question, c'est une question envoyée sous forme de vidéo de la part de Mikeseria. Bonjour à tous les bidouilleurs. J'ai un projet qui consiste à analyser les vibrations d'une machine et pour ce faire, je vais utiliser un accéléromètre MPU 6050A, une carte Arduino qui va traiter les informations et les enregistrer sur une carte SD via ceci. Le capteur va être placé dans un boîtier, genre boîte de dérivation, donc en plastique, qui lui-même sera fixé au châssis de la machine via 4 aimants en néodyme. La question est, est-ce que le champ magnétique des aimants risque de griller la puce du capteur ou de fausser les informations? Et si oui, comment est-ce que je peux protéger l'électronique? Merci à tous et bonne bidouille! Alors merci d'avoir soumis votre question par voie de vidéo. Ça rend la session de questions-réponses plus vivante, évidemment. Vous êtes le premier à l'avoir fait. Chapeau! Pour répondre à votre question, je ne crois pas que cette puce soit susceptible au champ magnétique. Pour que ce soit le cas, il faudrait que la puce contienne du métal ferreux, donc du fer. Les autres métaux ne sont pas magnétisables. Comme composant de l'accéléromètre, la puce utilise la technologie MEMS, MEMS.
soit un microsystème électromécanique. Un gros mot pour dire un capteur électromécanique, donc qui capte un mouvement mécanique. Pour simplifier la description, disons que de petites masses, des petits poids, sont posés sur des surfaces flexibles. Lorsqu'il y a mouvement, ces petites masses font se déformer les surfaces flexibles, ce qui crée des variations de capacité, donc de charge électrique. On parle de condensateurs variables en fonction de la vibration ici. C'est comme ça que le niveau d'accélération est mesuré. Il y a bien sûr 3 surfaces représentant les 3 axes X, Y et Z dans les 3 dimensions. La fiche technique ne fait mention d'aucune susceptibilité au champ magnétique. Et franchement, si j'étais le fabricant de cette puce, je m'assurerais que la puce ne soit pas susceptible au champ magnétique. N'oubliez pas que cette puce peut être connectée à une boussole externe. Et une boussole, ça contient un aimant ou un électroaimant. Donc, vous pouvez placer des aimants près de la puce sans problème à mon avis. OK, la question suivante nous vient de RC Shockwave qui fait une remarque concernant la présence et la mention des multimètres Fluke dans mes vidéos. Pas d'offense, mais Fluke, on dirait que si tu n'as pas un Fluke, tu as de la... Fluke est quand même bien cher, alors pour le pro, rien à dire. Mais pour le bidouilleur ordinaire, il y a beaucoup de très bons multimètres à moins de 100 €. Je possède un DT9963T fabriqué par CEM. Je trouve que c'est vraiment un très bon appareil, 6000 points, True RMS, certifié IP67. Belle qualité de fabrication. Le tout pour un peu moins de 100 €. Est-ce que les certifications proposées par Fluke sont indispensables? Bon, alors d'abord, si ce n'est pas déjà fait, vous devriez regarder et visionner ma vidéo d'introduction au multimètre. J'y montre justement un BK Précision et un petit mini multimètre de marque quelconque. Je possède aussi des multimètres HP et Tektronix. Donc, je n'ai rien contre les autres marques. Ce multimètre, le DT9963T de CEM, me semble bien du point de vue caractéristique et il possède des homologations de sécurité bien détaillées. Et tu vends environ 90 €. Bon, 90 €, ce n'est pas une aubaine. Moi, je crois que, compte tenu de l'importance qu'un multimètre a dans un labo et du fait qu'on va le garder très longtemps si on en prend le moindrement soin, on devrait y mettre le prix. Vous pouvez trouver un Fluke neuf à moins de 100 €. Oui, c'est possible. Regardez par exemple sur eBay. Et vous pouvez aussi vous procurer un multimètre d'occasion de meilleure performance pour moins de 100 €. Au final, c'est votre choix. Mais les homologations, ça n'a rien à voir avec la performance quant à moi. Ça a tout à voir avec la sécurité. Et là-dessus, je ne ferai pas de compromis. Je ne ferai pas de recommandations de multimètres qui ne sont pas homologués, tout simplement. Je ne fais que sensibiliser les bidouilleurs à ce sujet, cependant. Au final, si on choisit d'utiliser un multimètre non homologué, malgré ce fait, sur, par exemple, les tensions du secteur, bien, c'est un choix que vous faites. En passant, aucun de mes multimètres n'a été acheté neuf. D'ailleurs, très peu de mes instruments de mesure ont été achetés neufs. Les bidouilleurs devraient développer le réflexe du magasinage d'occasion. C'est possible de se procurer un Fluke, par exemple, à coût très raisonnable. Faites des recherches sur eBay, par exemple. OK, question suivante, qui nous vient de GTR, et c'est tiré du forum électrobidouilleur. J'aimerais avoir vos trucs pour lire un schéma électronique et construire le circuit à partir du schéma. Je me débrouille de mieux en mieux avec de petits montages, mais dès que le nombre de composants augmente, j'ai de la difficulté à suivre. C'est pas évident de ne pas oublier une connexion. Pour ma part, je commence de gauche à droite, mais quand il y a un ou des circuits intégrés, alors souvent je commence par les broches de ceux-ci. Si je prends ce schéma, par exemple, ça fait 3 fois que je le recommence et ça ne fonctionne pas encore. Alors, il y a forcément une connexion que j'ai omise quelque part. Bon, alors, pour suivre correctement vos connexions sur un schéma,
vous devriez imprimer le schéma premièrement sur papier. Ensuite, utilisez un marqueur fluo, un surligneur, pour indiquer les connexions que vous avez complétées au fur et à mesure que vous avancez dans le projet. C'est la meilleure façon de ne pas se tromper. Bon, j'en profite pour commenter aussi la façon avec laquelle ce schéma a été saisi par l'auteur. D'abord, je n'aime pas ce schéma. Il y a 2 erreurs de mise à la masse sur les jacks, entrée et sortie, que j'ai corrigées en rouge, justement, à l'écran. Aussi, les intersections des lignes se touchant devraient toujours être marquées d'un point, ce que j'ai fait, encore une fois, ici, en rouge. Ça évite toute confusion s'il y a ou non une connexion. Finalement, on ne devrait jamais voir une connexion à 4 branches. Il faut décaler 2 des connexions. La raison est que s'il manque un point de connexion, alors on sera quand même certain qu'il y a une connexion à cet endroit-là. S'il y a un croisement en T comme ça et qu'il n'y a pas de point, est-ce une mauvaise impression? Est-ce parce qu'il n'y en a pas de point? C'est trop difficile. Alors on met toujours un décalage. Question suivante de Karim, reçu par courriel. En regardant votre vidéo sur la restauration de la radio R301, vous avez mentionné qu'il est possible de tester un tube ou une lampe avec un multimètre pour savoir si le tube est bon ou pas, en testant les broches. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que s'il y a conductivité entre 2 broches, ça veut dire qu'il est bon ou qu'il n'est pas bon. Bon. Vous voulez tester que le filament du tube est bon. C'est la seule chose qu'il est possible de tester avec un multimètre lorsqu'on tient le tube dans nos mains. Un filament, c'est comme un filament d'une ampoule à incandescence d'éclairage. Vous mesurerez une certaine continuité lorsque le filament est bon. Et un circuit ouvert, donc infini ohm, quand le filament est brisé. Si vous consultez un feuillet de tube, notez qu'en anglais, le filament est aussi appelé heater ou filament, évidemment. Bon, bien, il y a aussi une autre chose qui peut être vérifiée avec un multimètre. Ça ne dit pas qu'il est bon, mais au moins ça va dire qu'il n'est pas bon. S'il y a court-circuit entre ces électrodes, l'anode, cathode et grille, vous êtes cuit, c'est certain. Le tube a sûrement surchauffé et la géométrie s'est déformée à l'intérieur jusqu'à ce qu'il y ait court-circuit. Mais autrement, vous ne pouvez pas vraiment vérifier le bon fonctionnement d'un tube à vide. C'est pour cela qu'il existe des testeurs à tubes. Il ne s'en fabrique plus des testeurs neufs, mais il y en a beaucoup quand même d'anciens en circulation, marché aux puces, vente en ligne, etc. La question suivante vient de Richard Dupont. Un pistolet à air chaud pour souder et dessouder, c'est bon ou c'est pas terrible? Bien, vous parlez sans doute des pistolets de type paint stripper en anglais qu'on dit bon, donc pour écaler et décaper la peinture. Pour récupérer des connecteurs ou des relais, tout composant, traversant par exemple, ou même en montage en surface, d'une plaquette PCB à jeter par la suite. Oui, ça fonctionne bien. Les composants tombent comme des mouches. C'est très efficace. Mais faites cela dans un endroit bien ventilé par contre, car la plaquette PCB peut se décomposer ou même brûler si vous insistez trop avec la chaleur. Et ça sent très mauvais, c'est probablement nocif. Maintenant, pour remplacer ou installer des composants sur une bonne plaquette, non. Non, ça ne va pas. Aucun contrôle de température, jet d'air beaucoup trop large et probablement beaucoup trop puissant en intensité. Les pièces vont partir au vol. Peut-être même que la température va être beaucoup trop chaude. Donc, on oublie le pistolet pour faire d'installation de bonnes pièces. Question suivante de Djilali Mamri. Vous pouvez m'expliquer, si je prends une plaquette de circuit imprimé avec microprocesseur, comment j'arriverai à obtenir les programmes internes, donc le code source? Bien, je ne sais pas si vous faites référence au code source de mes projets en particulier, comme celle de la charge fictive en courant continu que j'ai créée il y a environ 1 an. Si c'est le cas, vous trouverez les fichiers de code source sur mon site web bidouilleur.ca, sous la rubrique
les fichiers d'électrobidouilleur. Si vous parlez plutôt de façon générale, vous devrez alors contacter l'auteur du projet ou faire des recherches sur le web pour trouver le code source. Si bien sûr le projet est libre de droit et que le code source est disponible. Car le code contenu dans un microcontrôleur est compilé et par la suite créé, si vous voulez, assemblé. Vous pourriez en théorie faire de la rétro-ingénierie et extraire le code assemblé, mais vous auriez beaucoup de difficultés à comprendre ce que le code assembleur fait, et donc ce ne sera pas du code C que vous allez voir. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à moins que vous connaissiez à fond l'architecture du microcontrôleur en question. Mais ce n'est pas un travail pour débutants, croyez-moi. Il n'y aura aucun commentaire non plus sur le code, donc il faut vraiment se gratter la tête pour essayer de comprendre. Aussi, il y a certains composants programmables dont il est impossible d'extraire le code. Les fabricants ont pensé à tout. Vous aurez plus de succès en tentant d'obtenir le code source de l'auteur, finalement. La question suivante de GTR, tirée du forum, encore une fois. Dans un montage, ils affichent des transistors PNP au germanium, mais sans donner de modèle particulier. Pour mes montages de débutants et quelques essais avec des montages d'effets de guitare, quel transistor PNP au germanium me suggériez-vous d'acheter à bas prix qui pourrait me servir dans ces montages? Tout ce que j'ai, c'est des transistors au silicium. Je ne sais pas la différence et comment les reconnaître. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter des transistors au germanium, car j'en ai vu juste une fois jusqu'à maintenant dans un montage? Bien, des transistors au germanium sont des vieilles petites bêtes plutôt rares. Plus personne, à ce que je sache, ne conçoit des circuits avec des transistors au germanium de nos jours. Ils ont une tension, ces transistors au germanium, ils ont une tension VBE plus basse que ceux au silicium. Autrement, il n'y a aucun avantage à les utiliser dans votre application audio. Bien honnêtement, moi, je tenterais de rester loin du germanium autant que possible. Dans un circuit existant utilisant des transistors au germanium à basse fréquence, donc en audio, un peu d'adaptation de résistance pour la polarisation serait requise pour s'assurer que, en effet, la polarisation, donc le centrage des tensions de chaque transistor de remplacement soit bon au niveau des transistors au silicium. Une simulation SPICE du circuit serait même avisée et bien préférable. Maintenant, si vous insistez à utiliser des transistors au germanium et que l'application est en audio, n'importe quel transistor PNP au germanium devrait faire l'affaire sans trop d'ajustements dans le circuit. En autant que ce n'est pas pour un étage de puissance, donc qui pousse un haut-parleur par exemple, il n'y aura pas de problème à utiliser un transistor d'usage général. C'est un peu comme quand on utilise un 2N3906 à toutes les sauces. Okay? Vous en trouverez des neufs de transistors au germanium, c'est du vieux stock de neuf sur eBay pour environ 1$ pièce. Et bien voilà, c'est ce qui met déjà un terme à cette session de questions et réponses. Je veux dire un grand merci particulier à Nikeseria qui m'a fourni une question sous forme d'une vidéo. Vous tous pouvez faire pareil. Une vidéo d'une trentaine de secondes, c'est parfait. Contactez-moi par courriel pour plus de détails ou visitez le forum électrobidouilleur dans la section « Suggestions de vidéos électrobidouilleur ». Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre support et de vous dire à la prochaine!